Bonjour et bienvenue dans Artichaut, un podcast signé Bocal. Je ne sais pas vous, mais moi enfant, quand je ne regardais pas en boucle les mêmes programmes télé ou que je ne détruisais pas ma Game Boy, j'adorais lire des magazines féminins et en particulier une partie de ces journaux, les tests psychologiques. Eh bien Artichaut, c'est exactement ça. Présenter des personnalités de la région rimoise à travers un test de personnalité. Et mon invité du jour est... Professeur T. Salut Thomas, comment ça va ? Eh bien, écoute, ça va bien. J'ai la voix légèrement enrouée parce que tout le monde est malade chez moi. Mais sinon, ça va. Ça te donne un petit côté sexy, Thomas, que tu as déjà dans la vie. Je t'ai en face de moi, je te le dis, avec cette longue barbe que tu laisses pousser au fil des ans. Mais cette voix te donne encore un petit côté un peu plus sexy, Thomas. Je te fais ma déclaration, je ne te l'ai jamais fait depuis ces 10 années qu'on se connaît. Oui, tu vois. D'ailleurs, moi-même, je voulais te dire... je te dirai ça tout à l'heure, peut-être, hors antenne. Après le podcast. Thomas, sais-tu pourquoi tu es là ? Pour faire une interview décalée. C'est ça, exactement. Précisément, un test de personnalité de magazine féminin que l'on va faire. Je te donnerai le thème juste après. Avant cela, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, donc, moi, je suis Thomas et j'incarne le professeur T qui... sur scène, elle fait de l'humour autour de la langue française, elle fait un faux cours de français. Et il a une autre particularité qui est venue dans le temps, c'est qu'il fait aussi du mentalisme et des spectacles de mentalisme qui sont un petit peu bluffants, un petit peu perturbants. Donc un spectacle autour des mots, du mentalisme, de la magie, du slam également, tu fais, on peut dire ? Oui, parce que je fais partie de la troupe des ateliers-slam.com depuis, je crois, une quinzaine d'années. Je vais régulièrement ici à la cartonnerie. C'est souvent le premier mardi du mois et c'est gratuit. Et tout le monde peut venir s'exprimer, faire quelques minutes sur scène, sans musique, a cappella. Et c'est vraiment chouette parce que tu vois plein d'univers de gens différents. Et moi, ça me permet de tester énormément de numéros. C'est une scène ouverte. Et aussi, puisque ça ne suffit pas, du théâtre d'impro. Oui, parce que j'ai fait du théâtre classique avant quand j'étais jeune. Et le théâtre d'impro, eh bien, tu n'as pas de texte à apprendre. Et tu peux jouer un petit peu n'importe où, un petit peu avec n'importe qui. C'est extrêmement agréable. Et donc, je fais partie du Mitch parce que j'aime beaucoup la discipline. C'est un bel exercice. Parfait. On va pouvoir passer au test. Thomas, est-ce que tu es prêt ? Oui. Ton test de magazine féminin aujourd'hui, c'est « Quelle bonne copine êtes-vous » Est-ce que ça te parle ? Complètement. Est-ce que tu penses être une chippie ou une bonne copine ? Ah non, moi je suis une bonne copine. Je crois que je suis un gentil, moi. Eh bien, on va commencer le test. Il y a 10 questions, 3 possibilités à chaque fois. Et puis à la fin, on découvrira quelle bonne copine tu es. Donc, test de magazine féminin, je rappelle. Question numéro 1, Thomas. Ta pote t'envoie « ça va pas » à 23h. Tu l'appelles direct, choix numéro 1. 2, tu réponds, mais tu proposes de parler demain. Ou tu écris un message long, réfléchi et plein d'amour. Ah, déjà, à 23h, j'écris pas un message long et réfléchi. Tu dors ? Ouais, là, je pense que je suis à limite de dormir. Mais par contre, non, instinctivement, je l'appellerai pour lui dire qu'on en parlera demain. Mais non, juste l'appeler, c'est savoir si c'est vraiment quelque chose de grave et puis tempérer un petit peu. Et puis, je pense que je peux l'appeler depuis mon lit. Donc, tout va bien. Donc, B, tu réponds, mais tu proposes d'en parler en détail demain. Ouais. Question 2, elle se fait larguer, cette meilleure pote. 1, tu débarques avec de quoi manger et juger son ex. Tu écoutes, tu relativises, tu temporises. Ou tu analyses toute la relation comme une psy non diplômée. Ah, c'est compliqué comme question. Parce qu'il y a un prisme, en fait, on se projette un petit peu. Parce que si j'ai eu le cas, c'est certainement plus avec un ami, tu vois. Et c'est pas du tout pareil. Hein. Tu penses toujours tout de suite à boire de l'alcool, en fait. Ça n'a rien à voir. On réconforte pas pareil un ami et une amie. J'ai l'impression, hein. Oui, je sais pas, il y a des choses comme ça. C'est peut-être cliché. C'est l'ego des hommes, je pense. Les hommes ont un ego peut-être et se livrent moins facilement peut-être que les femmes. Oui. Sans vouloir faire de généralité. Oui, non, mais de toute façon, t'as des tendances, hein, t'as des différences. Et donc, je serai à l'écoute, moi, personnellement,
Parce que je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez, d'écouter les autres, vois-tu. Alors merci à tous qui nous écoutez en ce moment. Merci. Mais écoutez, ça, c'est ce que tu fais toi sur scène, sur les spectacles de mentalisme. Tu es à l'écoute de ce qui se dit pour pouvoir orienter peut-être aussi des fois des choix ou t'ouvrir Moi, je suis des réponses possibles. très, très attentif en effet à tout ce qui va se passer. C'est-à-dire que de l'attitude de la personne à est-ce qu'il comprend, est-ce qu'il a envie de m'aider, est-ce qu'il a... Parce que quand tu as un participant sur scène, déjà, c'est pas évident de venir sur scène. Et puis, par exemple, tu vois, on dit qu'il faut jamais demander qui veut venir sur scène et prendre cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui va avoir souvent besoin d'attention ou envie de faire le clown et qui va pas du tout t'aider. Mais de la même manière, il faut pas prendre quelqu'un qui a pas du tout envie de venir parce qu'il va pas être à l'aise et ça va pas être agréable pour tout le monde. Donc il faut trouver un équilibre entre quelqu'un qui a un petit peu envie et qui hésite, et une fois qu'il y est, il passe un bon moment. On est aussi là pour le faire avec bienveillance, évidemment. On ne révèle pas de secrets personnels, c'est très important, et on est juste là pour faire quelque chose de divertissant et que chacun passe une belle expérience. Donc comment tu choisis ? Tu choisis quelqu'un qui n'a pas levé la main, mais qui n'est pas réticent quand tu l'appelles ? C'est ça. C'est-à-dire que, alors souvent, on prend au hasard pour éviter de dire il y a des complices, il y a machin. Mais dans le hasard, on peut faire lancer un objet 2 fois. Et si vraiment ça tombe sur quelqu'un, je sens qu'il, je sais pas, il est pétrifié, je dis relance l'objet et je prends le prochain. Donc on adapte un petit peu. Et souvent, moi, j'ai tendance à faire venir 2 personnes parce que comme ça, tu te sens pas seul, tu te sens un petit peu aidé. Ouais. Et puis, ça permet aussi de travailler avec les deux si, je sais pas, s'il y en a un qui est moins à l'aise ou... mais des fois, ça peut être des trucs tout bêtes. C'est que la personne, je sais pas, elle doit écrire ou lire un truc, mais elle a pas ses lunettes. Donc, le fait qu'il y ait 2 personnes, ça aide un petit peu. C'est pour ça que l'improvisation sert, c'est que quand tu mets quelqu'un sur scène, tu sais jamais exactement ce qui va se passer. Tu peux avoir des surprises ou des choses. Et d'ailleurs, je pense le spectacle où tu m'as vu... Au chemin vert. Ah, et tout à la fin, il y avait une personne qui avait un comportement particulier. Elle fait partie de ces gens qui voulaient venir. Ouais. Je dis, bon, je vais la faire venir quand même parce que c'était à la fin. Et je ne sais plus exactement, mais... Elle s'est trompée dans la lecture, dans une lecture. Non, à un moment donné, je lui demande si elle pense à quelque chose comme une étoile. Oui. Et elle pense au soleil. Et alors, elle me dit non. Et après, je dis, j'étais sur un soleil. Oui, c'est exactement ça. Mais pourquoi ne l'as-tu pas demandé avant ? Parce que le soleil est en étoile. Dans l'absolu, ça fonctionne si tu veux, mais c'est juste moins clair pour les gens, en fait. Ouais. C'était assez particulier. Mais après, on s'adapte. Et puis, c'est ça qui fait la beauté du spectacle vivant, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer exactement. Et tu as déjà été mis en difficulté, du coup, par des réponses qui ne concordaient pas avec ce que tu voulais avoir ? Oui. Alors notamment, c'est plus quand tu fais des événements privés qu'il y a des gens qui ont bu un petit peu d'alcool. Ah oui, d'accord. Ah oui, là, j'ai quand même eu des gens où je les ai vus monter 3 marches et je me suis dit, ça va être compliqué. Il m'arrive même de changer, je sais pas, le numéro ou la procédure parce que je sais que ça peut être tendu. Bon, ça fait partie des aléas du spectacle. On passe à la question numéro 3. Elle annule, donc toujours ta meilleure pote, un plan au dernier moment. Aucun souci, tu comprends. Tu es un peu déçu, mais ça va. Ou tu dis t'inquiète, mais tu t'en souviens. Ah oui. Non, moi je dis c'est pas grave parce que je sais complètement que ça peut m'arriver. Ouais. Et notamment dans le monde un petit peu de l'événementiel, tu as toujours aussi des choses, des imprévus, des gens qui... Il y a des gens, par exemple, moi ça m'arrive de travailler pour des gens qui font un mariage. Ouais. Et il y a des gens qui me prennent 2 ans avant. Et tu as quand même le doute. Vous êtes sûr que dans 2 ans, vous serez toujours sûr de vous marier ? On ne le dit pas, bien sûr. Mais il y a des couples, quand même, tu les vois. Tu demandes un acompte, j'espère. Non, mais je devrais, oui. Et ça t'arrive d'être toi-même celui qui annule, alors pas forcément un spectacle, mais une soirée avec tes amis à laquelle tu avais prévu d'aller, et au dernier moment, tu annules pour une raison ou une autre. Parce que je pense que c'est... Ah non. Si j'annule, c'est que vraiment, il y a une très bonne raison. Et je pense que ça m'arrive rarement. Mais en même temps, j'ai très peu d'amis qui m'invitent. Donc, j'ai très peu d'amis. C'est plus simple. D'accord, pas beaucoup de soirées, du coup.
Non, moins qu'avant. Tu travailles trop, La c'est pour ça. famille, c'est plus la vie de famille, tu sais. Nous, moi, j'ai comprends. 46 ans maintenant, on devient sérieux. On passe à la question numéro 3, à ton rôle dans un groupe. Tu es celle, puisque c'est un magazine féminin, celle qui organise, celle qui équilibre ou celle qui observe et lâche la bonne phrase. Ah, mais moi, je suis complètement les trois, en fait. On peut choisir les trois. Si tu veux. Choisir les trois. Pour l'instant, ça ne m'emmerde pas. Donc, on peut encore choisir les trois. Il y a toujours une dominante. Moi, je vais souvent prendre le rôle qui manque un petit peu. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais si je sens que l'organisation, ça pêche un peu, je vais un peu dessus. Sortir une bonne phrase, toujours avec plaisir. Et puis, être attentif à ce qui peut manquer. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans l'improvisation aussi, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe et qu'est-ce qui manque, est-ce que ça manque un peu de structure, un peu de clarté, un nouveau personnage ou rien, ou est-ce que ça manque de silence, c'est possible aussi. Quand tu fais du théâtre, ça peut être le cas. Ne pas négliger le silence dans l'humour aussi, dans l'impro et dans le théâtre. Je t'ai coupé, tu peux reprendre. Non, je faisais un silence aussi. Oui, mais moi, dans les podcasts, les silences, ça, j'avoue qu'ils me font un peu peur. Partout. Ouais, c'est vrai. Toi qui as, on l'a dit, tu as fait partie de troupes, le Mitch, les ateliers slam. Est-ce que c'était une nécessité de te retrouver un moment seul sur scène ? Alors ça, c'est une excellente question. Elle n'est pas du tout dans le magazine. Elle n'est pas dans le magazine, celle-ci. Alors, est-ce que c'est une nécessité ? Il y a un côté extrêmement pratique à travailler seul. Oui, parce que quand tu travailles seul, eh bien, tu n'as que toi à caler dans l'agenda. Et puis, si quelque chose fonctionne ou fonctionne pas, tu peux t'en prendre qu'à toi. Et ça t'oblige vraiment à te lancer, à faire 1h30. Et en plus, tu n'es pas tout seul. Tu as souvent un régisseur, tu peux avoir un metteur en scène. Donc, moi, j'aime bien l'exercice. Peut-être qu'il y a de l'ego aussi derrière. Parce que j'aime bien jouer à plusieurs aussi. Mais pouvoir se dire, voilà, ce spectacle, je l'ai écrit, je l'ai joué, ça fonctionne pas, je peux m'en prendre qu'à moi. Et je pense que c'est assez formateur. Et ça a un côté pratique pour aller jouer quelque part, aller démarcher. Si jamais tu as une date, mais il y a 4 heures de route, ou je sais pas, tout le monde ne pourra pas être disponible. Tu sais que tu es disponible, tu cales ta date, hop, tu fais ton truc. Donc c'est venu naturellement entre le besoin et l'envie. Et j'aime bien les deux. Et il y a quelque chose qui est vrai dans la musique et qui doit être vrai aussi pour le théâtre d'impro ou le slam, etc. Ça coûte moins cher de faire venir une personne que 10 personnes. Donc avoir des formules en musique, par exemple, être à 2, avoir une formule réduite de son groupe, par exemple, c'est plus facile pour les démarcher des salles. Est-ce que c'est vrai aussi, du coup, dans ton milieu ? Oui, alors je pense notamment, tu vois, j'ai fait le Festival d'Avignon, qui est onéreux parce qu'il faut se loger, il faut payer son théâtre. Donc tu prends un théâtre qui n'est pas très grand, donc tu ne peux pas jouer à être nombreux dessus. Tu as beaucoup de petits théâtres, tu as beaucoup de seuls en scène, notamment à Avignon. Et le fait d'être 1 ou 2, en effet, ça réduit tous tes coûts et ça te permet de jouer plus facilement. On passe à la suite, on est déjà à la moitié du test de magazine féminin. Elle te raconte un problème qu'elle a déjà vécu 4 fois. Tu réécoutes comme si c'était la première fois. Tu écoutes, mais tu dis les choses franchement. Ou tu soupires intérieurement, mais tu restes là. La 2, clairement. Tu écoutes. Ouais. Mais quand même. Ah oui, je lui dis, il faut faire quelque chose. Parce que je pense même que déjà à la 3e fois, il faut intervenir. Là. Ouais, tu n'attends pas la 4e fois. Ah ouais. Et comment on fait de la même façon pour ne pas se lasser d'un spectacle que l'on joue plusieurs fois d'affilée ou plusieurs fois sur la même période ? Ça, c'est une question que je me posais avant de le faire, parce que je m'étais dit, je voyais des gens, je me dis, ça fait 10 ans qu'ils font le même sketch, ça doit être un petit peu gonflant. Et en fait, t'as toujours plaisir à être sur scène. Alors, quand tu fais mentaliste, c'est encore mieux, parce que là, les gens, comme ils diffèrent, ça te fait toujours quelque chose d'un petit peu nouveau. Sur l'humour, tu peux aussi avoir des réactions un petit peu différentes, mais c'est vrai que tu commences à sentir, tu sais que là, ça va rire, tu sais que là, ça va hésiter, tu sais que là, va y avoir une gêne. Et donc, c'est confortable. Et
moi, je ne l'ai pas joué encore assez pour m'en lasser. Mais récemment, il y a David Copperfield, grand magicien américain. Et en fait, il travaille à Las Vegas. Et ça fait 15 ans qu'il fait 7 spectacles par semaine. C'est incroyable. Et il vient d'arrêter cette année. Et clairement, tous les gens qui ont été le voir ces dernières années ont dit qu'il était absolument blasé, Ah ouais. qu'il en faisait le moins possible, qu'il regardait son téléphone entre les numéros et que c'était plus que... Voilà, c'était là le légendaire David Copperfield. Alors, les effets restent fantastiques et tout, mais alors lui, il est plus du tout dedans. Donc là, pour le coup, lui, il s'est lassé et il vient d'arrêter son spectacle. Oui, parce que Las Vegas, c'est des contrats longue durée de location de salle. Il y a ça, mais bon, je pense qu'avec l'argent, il aurait pu arrêter avant. Après, peut-être, je sais pas, ou l'envie de toujours faire, ou on se demande aussi s'il n'a pas arrêté parce qu'il serait dans les fichiers d'une certaine personne dont beaucoup parlent, mais on ne sait pas. Néanmoins, clairement, lui, il était blasé, et donc, mais il avait, je pense qu'il avait 65 ans. Ouais. Donc, j'ai encore un petit peu de temps avant d'être blasé, ça va. Ça va, t'as beaucoup de temps même. Question numéro 6, ton rapport au message. Tu réponds vite, toujours. Tu réponds quand t'as l'énergie, ou tu lis, tu réfléchis et parfois tu oublies. Moi, je réponds vite, toujours, parce que je sais que sinon, je vais oublier. Ouais. Et je fais ça maintenant, même si j'ai une tâche à faire ou un mail important. Si je peux le faire, je le fais. C'est juste pour libérer mon esprit, en fait. Ouais. Et sinon, pourquoi ne pas ouvrir le message? Comme ça, ton esprit n'est peut-être pas encombré par le message. Parce qu'à partir du moment où tu l'as lu, effectivement, tu vas avoir envie d'y répondre. Mais si tu ne le lis pas tout de suite, est-ce que tu vas quand même y penser Si, tu vas commencer, ton cerveau, en fait, il a besoin de finir une boucle. C'est-à-dire que même si je commence une phrase et que je m'arrête au milieu, ton cerveau, il va continuer. Et c'est le cas pour plein de tâches, tant que ta tâche n'est pas finie. Et le fait même de ne pas avoir lu le SMS, c'est un début de tâche que tu te dis, il faudra que je le lise. Et donc, de manière générale, on conseille de toujours finir même une histoire. En fait, si tu es au théâtre et que tu commences une histoire, c'est mieux de la finir pour le spectateur. Sinon, il y aura un manque, il y aura quelque chose. Ouais. Et de la même manière, ton cerveau, quand il commence une tâche, il faut qu'il y ait une fin. C'est pour ça que quand tu as une chanson en tête, il faut la chanter entièrement pour te la sortir de la tête. Exactement. Et pour revenir juste plutôt sur la partie téléphone, c'est quoi ton rapport au téléphone ? Je crois que ça va. C'est bien déjà, c'est bien. Comme j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai pas trop de SMS, mais non, alors moi je réponds parce que tu peux avoir des sollicitations, tu peux avoir des clients, ouais. Donc j'ai tendance à répondre souvent, et puis même quand c'est des Direct Énergie, des choses comme ça. J'ai d'ailleurs très peur que les IA nous appellent régulièrement d'ici peu. Ça a déjà commencé. Je pense, je pense. Et, mais c'est ça qui est un petit peu embêtant, c'est que j'ai tendance, quand j'ai un numéro inconnu, sauf s'il est vraiment suspicieux, mais sinon je vais tendance à répondre, parce que avoir un contact dans l'instant avec quelqu'un, je sais pas, qui t'a vu, qui veut te programmer ou quoi que ce soit, c'est beaucoup mieux que d'avoir un message, puis de répondre, et puis Donc j'ai tendance à répondre au téléphone beaucoup, et de fait je fais pareil pour les SMS, et de fait je fais un peu pareil pour les mails. Donc je suis en train de me rendre compte que je le consulte vraiment beaucoup. Et les réseaux sociaux également ? Pas tant que ça, parce que j'aime pas beaucoup ça. Ouais. Et donc, j'y suis parce qu'il faut, etc. Mais j'évite le côté où tu te perds à scroller. Ouais. Ou sauf si vraiment j'ai un moment où je me dis, là, je vais rien faire, je vais me vider l'esprit. Mais sinon, j'essaye d'aller sur des contenus qui sont un petit peu enrichissants, ou lire des choses, ou des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on tombe dans des tunnels, des fois. Tu allumes les réseaux sociaux, tu commences même à regarder un truc intéressant et ton pouce va riper et derrière, c'est un truc beaucoup moins intéressant. Et là, t'es parti dans des conneries, des tunnels de conneries. Et c'est difficile à lâcher en vrai. C'est tellement, ça crée une sensation qui te pousse à aller toujours plus loin. Ouais, et puis c'est fait pour, et puis ton cerveau, il aime la nouveauté, et puis l'algorithme est bien fait. Donc oui, au bout d'un moment, tu te rends compte que
ça fait 15 minutes et puis que tu as l'empreinte des toilettes sur les cuisses et qu'il va peut-être falloir se bouger. Qu'il y a du monde qui toque à la porte et il va falloir laisser la place. Question numéro 7. Elle fait un mauvais choix. Un mauvais choix évident. Tu la soutiens quoi qu'il arrive. Tu la mets face à la réalité ou tu dis rien, mais ton regard en dit long. Oh, c'est pas facile ça. Moi je vais dire que je pense que c'est un mauvais choix. Ouais. Et quitte à le soutenir par la suite, mais je sais pas, c'est peut-être. Après, il y a la manière de le dire, et puis il y a une erreur qu'on fait très souvent, c'est de dire moi à ta place, je ferais pas ça. Et tu n'es pas à la place de l'autre. T'as pas son histoire, t'as pas ses. Donc, si tu arrives à prendre ce recul et à te dire juste à sa place de ce que je sais, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Là, c'est intéressant. Mais on va trop facilement dire moi, je, alors qu'on est en train de parler de quelqu'un d'autre. Ça, c'est un biais très, très commun. Dans le mentalisme, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais qu'il y a une part du métier qui est d'orienter un peu la vie des gens. Est-ce que c'est quelque chose dont tu te sers dans ton quotidien, le mentalisme ? Est-ce que tu as l'impression de m'avoir invité ce soir ? Non, mais je ne t'ai même pas envoyé de message. C'est vrai, je me suis retrouvé ici, je ne sais pas ce qu'on fait. Je pense que ça répond à ta question. Un tout petit peu, mais rien que on ne pourrait pas faire tous. Alors forcément, une fois que tu travailles avec les gens, tu comprends un peu comment fonctionne leur cerveau, tu sais qu'il y a des choses qu'il faut dire, qu'il ne faut pas dire. On fait souvent le parallèle avec, par exemple, le mensonge. Est-ce que vous sentez quand quelqu'un ment ? Alors, un petit peu, mais est-ce que ça vous aide ? Pas forcément. Si toi, demain, t'es, je sais pas, avec ton patron qui te dit « Oui, tu auras une augmentation », on le sait bien, et tu sais qu'il te ment, qu'est-ce que ça change ? Tu peux pas dire là, non, mais là, votre intonation et puis vos yeux, vous n'y croyez pas. Je pense que vous mentez. Et puis, il va se passer quoi ? Il va te dire non. Et puis, voilà, tu n'auras pas ton augmentation. Ouais. Donc, il y a des choses qui sont autant sur scène, c'est utile parce que souvent le jeu est de trouver une information. Autant dans la vie de tous les jours, c'est différent. Déjà, il y a des enjeux qui sont différents. Et puis, tu n'as pas non plus envie que les gens ou tes proches aient l'impression que tu essaies de les influencer. Donc tu le fais pas. Et de toute façon, toutes les techniques de mentalisme sont vraiment orientées pour la scène et sont beaucoup moins pertinentes dès que tu les sors du contexte, du numéro ou de ce pourquoi ça a été travaillé. Ouais. Ok, très bonne réponse. Question numéro 8. Une bonne soirée entre copines, pour toi, c'est rire, parler fort, partager, discuter, creuser, comprendre, ou être ensemble, même sans trop parler, juste être ensemble. Rire, parler fort, parce que c'est important de passer du temps ensemble et puis de rire, de se détendre. Il y a suffisamment de choses sérieuses autour de nous pour que quand on a des moments de détente, on en profite, vraiment. C'est quoi ton meilleur souvenir de soirée avec des potes ? C'est difficile, hein, parce qu'on ne se souvient pas toujours. Mais, c'est... je vais pas savoir répondre à... Il y en a trop. Il y a plein de choses différentes, et puis t'as pas le même âge, t'as pas le même contexte. Mais c'est sûrement une soirée où tu rencontres des gens, et puis en fait, j'aime bien l'idée de changer le lieu, puis qu'il y ait une autre ambiance, et en fait c'est toujours bien, et puis il fait beau. Si moi je vais dire, certainement un cabaret vert, un samedi soir d'été où il fait chaud, et t'es en t-shirt à 2h du matin, et tout le monde est content. Et là, ça peut que bien se passer. Sauf la bière qui est chaude à ce moment-là de la soirée. Ouais, mais même là, ça ne te dérange pas. Ouais. Même là, c'est certainement un cabaret vert. Question numéro 9, on approche dangereusement de la fin. Ton rapport à la loyauté. Indiscutable, tu es là, point. Très importante, mais avec des limites.
ou total, mais seulement avec les bonnes personnes? Non, moi je dirais le 1. Je pense. Indiscutable. Oui, si tu t'engages à quelque chose, ben voilà, tu le fais dans la plus grande mesure du possible. Et puis, t'as pas d'intérêt à, je sais pas, à trahir ou dénigrer, ou ça te retombe toujours dessus. Je pense, dans le métier ou dans la vie de manière générale, on a tous intérêt à être positif ou même alors, je vais dire bienveillant, mais certains diront gentil. Il n'y aura jamais trop de gentillesse. C'est Benoît Denis qui a dû dire ça. Et moi, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord pour qu'on essaye le plus possible d'aller chercher des choses positives chez nous tous, qu'on y arrive ou pas. Mais c'est tellement facile d'être mesquin ou méchant. Donc soyons loyaux. C'est un Thomas plein de sagesse que je reçois ce soir dans ce podcast. Moi aussi, ça m'étonne. Je me demande qui est cette personne. On aurait dû faire un podcast il y a 15 ans pour pouvoir comparer les réponses. Ouais. On le refera dans 15 ans, c'est pas grave. Ça marche. Dernière question. Si tes copines devaient te décrire, elles diraient toujours là, de bons conseils, discrètes mais essentielles. Et attention, parce que cette question va départager les réponses. Et ça, on va définir quelle bonne copine tu es. Il faut que tu me relises alors. Donc, si tes copines devaient te décrire, elles diraient toujours là, de bons conseils ou discrètes mais essentielles. Discret déjà, pas tout à fait. Mhm. Non, je vais dire de bons conseils. De bons conseils. J'espère. Parfait, nous avons... Après tout ce que j'ai dit avant, j'ai un peu obligé quand même. Oui, t'es obligé, c'est vrai. Et toi, comment tu te décrirais? Moi, je meurs déjà d'envie de te poser la question, quelle était ta meilleure soirée à toi? Parce que je La trouve meilleure que ça- soirée? Est-ce que toi tu sais y Alors, répondre? j'y réfléchissais pendant que je te posais la question, et en Je vrai, sais. je ne trouverais pas une seule meilleure soirée. Oui. Je pense qu'il y en a beaucoup passé à l'Escalibur, un bar bien connu des Rémois qui ont notre âge, notamment très certainement des soirées où tu étais également présent, de nombreux concerts qu'on a pu voir, de groupes totalement inconnus, mais on se réunissait entre amis et c'était des super moments quand on était jeune. Ou alors des souvenirs avec les Music Awards, des souvenirs de concerts qu'on a fait où on était accrédités, invités, et qu'on se retrouvait dans des fosses alors qu'on ne sortait de nulle part et que ça faisait juste 1 an qu'on avait acheté des appareils photo pour filmer des sessions acoustiques et on nous a offert la clé de certains endroits. On s'en étonne encore aujourd'hui, mais on a profité de ces moments-là plus que de n'importe quel moment. Donc ça nous a offert beaucoup de très bons souvenirs de soirée. Oui, merci. Pas trop long non plus. C'est mon interview. Et Je donc, couperai au montage. ça marche. Alors, donc moi, pour me décrire, donc en tant que personne, pas personnage de scène, en tant que personne, moi j'ai un profil de gens qui essayent de profiter de la vie et sont pas extrêmement, mais très optimistes. Donc, c'est vraiment l'idée de toujours voir le verre à moitié plein et même à 3/4 plein, même s'il ne l'est pas. Moi, je vais toujours, et d'ailleurs mon épouse me dit toujours, on part en vacances, moi je considère qu'il va faire beau, je prends que des shorts. Ouais. Elle me dit non, on va en Bretagne, tout ça. Mais je vais toujours faire comme ça. Je vais avoir froid, je vais être malade, comme aujourd'hui. Mais je vais toujours essayer de voir chez la personne les côtés positifs. Je pense qu'on peut réussir pratiquement à jamais dire du mal de quelqu'un. Moi, je pars du principe que chacun fait du mieux avec ce qu'il a, un petit peu partout. Et certains ont plus que d'autres, certains ont... Ça peut paraître crédule, mais avoir cette philosophie de la vie, ça me rend optimiste dans plein de choses. Et donc, ça me permet de continuer à croire en l'homme et à avancer. Et donc, moi, j'aime me faire plaisir et puis faire plaisir aux gens à travers le spectacle, à travers ce qu'on peut faire d'autre. Et je m'oublie pas vraiment, je m'oublie pas dans l'équation, mais vraiment, ce qui me définit le plus, ce serait ce côté d'être très positif et optimiste. Et parfois, ça te joue des tours d'être trop optimiste, c'est-à-dire que tu peux partir justement tout seul, faire un seul en scène en te disant que ça va bien se passer, alors que tu n'es pas du tout prêt.
c'est ça, être optimiste, et c'est ça qui va être formateur. Et les gens du Mitch, certains se sont retrouvés avec moi à faire des trucs, et voilà, s'ils avaient su ce qu'on allait faire, ils ne l'auraient pas fait, parce que clairement, il y avait beaucoup d'optimisme dans la chose qu'on allait mettre en place. Est-ce que c'est pas ça les meilleurs souvenirs au final? Alors pour moi, oui, pour eux, je ne sais pas. Oui, moi, ça reste des bons souvenirs, clairement, mais quand ils vont te le raconter, ils vont te dire, mais Thomas, il se passe des trucs qui ne sont pas du tout prévus, et il a un détachement tranquille. Et alors, pour l'anecdote, une fois, je me suis retrouvé à animer pour France Bleu, la fête de la musique. Donc, c'est un truc, il y a des concerts, après, il y a moi, je fais un numéro et je tape au marteau sur des téléphones. Bon, c'est un truc marrant. Et il y a des beaux tabourets, France Bleu, incurvés en plastique et tout. À un moment donné, je mets un coup de marteau dessus et le truc se fend en deux. Et je continue le numéro comme si de rien n'était, comme si c'était prévu. Et les gens qui me l'ont raconté après n'arrivaient pas à me dire c'était prévu ou pas, parce que si c'était pas prévu, tu as quand même pourri un truc qui vaut je sais pas combien. Et moi, j'étais tellement dans le jeu, dans la décontraction que j'ai enchaîné. Et ça, je m'en souviens, c'est même Sébastien Dumitch qui m'avait rappelé cette anecdote, mais il me dit le détachement avec lequel tu pourris le décor. Ah ben voilà, je sais pas, ça fait partie de cette nonchalance et de cet optimisme en se disant que tout ira bien de toute façon. Thomas, nous avons fini ce test. On va parler un peu encore de toi avant de lire le résultat de ce test et découvrir quelle bonne copine tu es. Avant de découvrir ces résultats, déjà, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? Alors là, je n'ai plus de date prévue dans le coin. J'ai fait Cellier, Chemin Vert, j'ai fait le Clos. Donc, ça sera plutôt la saison prochaine. Peut-être le Cellier, peut-être à Rethel. Et le mieux, c'est d'aller sur Facebook, de chercher Professeur T Reims, ou Instagram, professeur-du-bas T. Et là, on peut voir mes actualités. Et si on veut te contacter pour un événement privé sur les réseaux sociaux? Oui, pareil. Ou sur Internet, ça se trouve aussi. Sur Google, il faut mettre Professeur T et rajouter Reims ou Mentaliste, parce qu'il y a une série télé Professeur T qui m'a pourri mon référencement, mais d'une force. Merde. Eh oui. Il va falloir que tu te fasses embaucher par cette série en dédommagement. Ouais. On y pensera. Est-ce que tu te considères comme un artiste? J'essaye de l'être, c'est-à-dire d'apporter quelque chose d'un peu plus que du divertissement. Mais le divertissement est déjà très important pour moi. Donc, je suis... parce que ça dépend de la définition qu'on donne à l'artiste. Donc, je suis un petit peu artiste. Mais si, avant tout, je peux étonner les gens et leur donner le sourire, c'est déjà largement. En humour, quelles sont tes inspirations? Alors, je suis obligé de dire quand même que Raymond DeVos, j'aime beaucoup forcément. C'est un petit peu mon humour. Pour les jeux de mots, dans l'écriture. L'écriture, et puis tous les gens qui vont réussir à être drôles sans être vulgaires à aucun moment. Ça, j'aime beaucoup. Ce qui va être suggéré, ce qui va être un petit peu décalé aussi. Raymond DeVos et d'autres, peut-être plus contemporains, non? Ou c'est plus uniquement de vieux humoristes, vieux, qui ont débuté il y a longtemps? Mais après, je cherche parce qu'il y en a plein qui sont différents, il y en a plein que j'aime bien. J'ai du mal à en trouver. Les Monty Python, non, un peu? Ouais, si, les Monty Python, l'absurde. Moi, j'aime bien tout à fait tout ce qui est sketch absurde. Je vais bien aimer Kaamelott aussi. Ouais. Bon, j'étais en train d'y penser du coup, mais c'est très Monty Python-esque. Yes, aussi. Il y a de ça. Ouais, mais je peux vraiment en apprécier beaucoup. Je vais même essayer d'en mettre beaucoup de formes d'humour dans mon spectacle. Donc, j'aime aussi les gens qui vont faire
que de l'impro, comme Kairon ou comme d'autres. Ouais. Mais ceux qui réussissent à le faire sans être au détriment complet des spectateurs, ça c'est bien. Je crois que il y a Edgar Delognon, je crois, qui arrive à faire ça un petit peu. C'est déjà plus rare. Ouais, oui, c'est Mais pas ça, facile. quand on trouve ça, c'est pas mal. Oui, c'est souvent en prenant à partie plutôt le spectateur. Oui, c'est un l'impro. petit peu facile. C'est roast en anglais. Ouais. Et si, que j'aime bien, c'est l'américain. Mais alors, je suis en train de me dire que je vais pas retrouver son nom. Louis C.K. Oui, c'est ça. Et je te connais par cœur. Ah là là, j'étais en train de chercher. C'est quoi le nom, le prénom? Il y a longtemps que je l'ai pas regardé. Elle est bossée cette émission. Hein. On dirait pas, mais. Mais grave. Louis C.K., effectivement. Monty Python, Louis C.K. et De Vos. Voilà, Ouais. si on peut citer trois inspi. Quelles sont tes parts d'ombre? Parce que voilà, on dit beaucoup de bien de toi, mais tes parts d'ombre, c'est quoi? Mes parts d'ombre, c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est que j'imagine toujours que j'aurais pu faire ça autrement, j'aurais pu... souvent, quand je fais un spectacle, je me réveille à 3h du matin. Alors, il y a l'adrénaline, il y a ce qu'on veut. Et j'ai mon cerveau qui repense à des choses. J'aurais dû faire comme ça, j'aurais dû si... Et c'est même pas toujours très cohérent, mais vraiment, ça me réveille. Et après, voilà, je suis fatigué. Et puis, je suis grognon toute la journée. Donc un peu de doute. Je te laisse lire le résultat de ton test. Donc c'est le B, il y en a un peu derrière. Il y en a là, il y a un petit peu derrière. Le B, donc je te laisse lire, Thomas. Majorité de B, la copine boussole, celle qui fait réfléchir. Ah, ça me va bien quand même, hein, parce que j'ai quand même un spectacle sur le thème de l'esprit critique où, en effet, on essaye de faire réfléchir les gens. Tu n'es pas là pour dire oui à tout. Tu es là pour être juste. Tu écoutes, tu comprends, mais tu n'hésites pas à dire les choses. Tu aides tes proches à prendre du recul, à avancer. Ah ouais, ils prennent du recul pour avancer, tu vois, c'est quand même... Et parfois à se remettre en question. Et dans l'amitié, tu apportes de la clarté. Tu es précieuse dans les moments de doute. Ton piège est être un peu trop dans l'analyse et pas assez dans le simple soutien. Ah bah oui, mais bon, écoute, moi je pense qu'il faut dire les choses aussi. Et ta vraie force, les gens te font confiance pour ta sincérité. Oh, s'ils savaient. Ça te va? Oh oui. Ouais, on est bien tombé? Ben, il faudrait que je lise les autres pour être sûr, mais ça m'a l'air Surtout pas mal. pas le piège, sinon on va... Non, mais on trouve toujours un peu de soi dans chacune des propositions, je pense. Tout à fait. Et je pense que celle-ci te convient bien. Ouais. On a fini cette émission. Thomas, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Merci Bocal. Hein. Ouais, avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Écoute, pour l'instant, ça se passe bien. On peut me souhaiter, c'est de trouver des dates sympathiques, des lieux, parce que parfois, même jouer dans le coin, le fait d'être un local n'est pas toujours un avantage. Ça, c'est quelque chose qui peut être un petit peu étonnant. Et donc, moi, je suis toujours en train de démarcher un petit peu des théâtres ou des... Il y a aussi beaucoup de gens qui veulent passer sur scène. Donc, si vous connaissez des gens qui ont un festival ou une salle ou quelque chose, vous pouvez leur parler de moi si cette interview vous a plu, n'est-ce pas? Et s'il y a une salle que vous connaissez et vous n'aimez pas les gens de cette salle, vous pouvez leur parler de moi pour que j'aille là-bas et les décevoir avec grand plaisir. N'hésitez pas à contacter Bocal si besoin. Moi, je transmettrai également toutes les informations. Thomas, je te souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup encore une fois et je te dis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Bocal et à bientôt pour de nouveaux podcasts. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Bocal Reims avec un K, et retrouver l'agenda culturel local sur bocalreims.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner du love. Soutenir Bocal, c'est soutenir la culture locale. Et n'oubliez pas, Reims donne à ceux qui le veulent bien. C'était Bocal. Bocal.